Comment kiffer son deuil? Alors tu dois te dire, c'est quoi ce taré? Déjà, comment on peut kiffer un deuil? Et en plus, salut, je suis sur un podcast qui s'appelle Silence ça kiffe, et le gars il vient me parler de deuil. Bah oui, parce que déjà, pour moi, pour kiffer sa vie, bah faut aussi embrasser les autres côtés. Et le deuil, c'est un sujet que je ne connais que trop bien. Alors peut-être que t'es dans cette phase-là en ce moment, et que bah du coup t'es dans la phase vraiment douloureuse, et tu vas te dire, mais voilà, le mec il arrive en me disant, mais comment kiffer mon deuil, mais je vais lui arracher sa tête. Et je te comprendrai, parce que à l'époque, c'est une réaction que j'avais. L'idée de ce podcast, de cet épisode-là, il n'est pas du tout d'aller banaliser le deuil. Il est vraiment le but, c'est vraiment de t'apporter un regard différent sur peut-être une situation que tu es en train de vivre à ce moment. Donc le deuil, c'est pas forcément le deuil d'une personne, hein. Ça peut être le deuil d'une situation, ça peut être le deuil de plein de choses. Mais même si on va focaliser sur la partie la plus douloureuse dans cet épisode, qui est le deuil d'une personne, afin de voir justement comment on peut mettre de la légèreté et sortir de ça plus rapidement. Voilà, écoute, je te retrouve de l'autre côté de l'épisode. C'est un épisode franchement que j'avais un peu peur de faire, parce que c'est un sujet voilà, qui est un peu touchy. Quand j'écoute mon cœur, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là, et je pense qu'à la fin de cet épisode, tu n'en sortiras que grandi, et moi aussi. Allez, on se retrouve de l'autre côté, à tout de suite. Salut à toi, je suis Julien, révélateur de zone de génie chez les 9 Sens. Après une quinzaine d'années comme consultant dans l'ingénierie du management de projet pour de grands groupes, j'ai décidé de partager mes compétences afin d'aider un maximum de personnes à révéler leur zone de génie et la mettre en scène dans leur vie. Ce podcast, c'est un rendez-vous convivial entre nous. Tu repartiras avec des astuces concrètes que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt, et un carnet d'adresses de personnes inspirantes qui sont dans leur zone de génie. Par moments, je serai seul ou avec des invités, afin que tu gagnes un temps fou et que tu puisses rapidement te sentir utile et à ta place. Car ça, c'est mon kiff. Alors que tu sois en voiture, dans ta séance de sport ou sous ton plaid dans ton canapé, je te propose que nous kiffions ensemble l'épisode du jour. Très belle vie à toi! Alors, pour commencer cet épisode, j'ai envie de te partager un petit bout de mon histoire, pour que tu comprennes que voilà, je te parle pas de ce sujet-là en mode salut, je vais t'apporter plein de théories qu'on a lues dans le bouquin ou dans la bien-pensance du développement personnel. Non, là, j'ai vraiment envie de te partager c'est un vrai retour d'expérience, parce que je pense que j'ai fait à peu près tout ce qu'il fallait pas faire sur la gestion du deuil, et c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé pour moi à la base, et puis depuis avec pas mal de clients. Pour que tu comprennes, donc on est en 2010. En 2010, je vis ce qu'on appelle le plus beau jour de ma vie. Je fais le mariage avec ma femme, et le mariage de mes rêves. Vraiment, je fais le mariage avec ma femme. C'est quoi cette vieille phrase? Je me marie avec ma femme, et on fait le mariage de nos rêves. Et voilà, il se passe quelques semaines. C'est vraiment l'extase, tout. C'est la grosse éclate. On est très fiers de notre mariage. Les gens en parlent, et c'était vraiment un très bon moment. Sauf que 3 mois après, ma mère a fait une crise cardiaque juste après notre mariage, donc ça a été un peu même un gros ascenseur émotionnel. Et de ce jour-là, j'avais mon papa qui était à l'époque qui avait mis un peu de distance avec son frère, avec mon oncle. Donc ça les a pas mal rapprochés, cet événement-là. Euh, Sauf que mon oncle a quitté l'aventure peu de temps après. Mon père a très mal géré ça, a très mal vécu ça. Ça lui a déclenché un cancer qui l'a emporté peu de temps après. Donc, tu vois, déjà, on a eu 3 deuils à gérer là ouais, il s'est passé à peu près 4 ans sur cette période-là, sans compter en plus le cancer de mon père qu'on a accompagné, qui était très long et très douloureux. Euh, mais tu vois, le psychisme n'est pas fait pour manger autant de deuil d'un coup, donc autant te dire que ça a été une phase très compliquée. Ce qui s'est passé, c'est que bah, à l'époque, je n'ai jamais fait de développement personnel, je connaissais rien à tout ça, et je venais d'un monde où, mon père avait une boîte de routier, donc si tu veux, c'était un monde où faut être fort, c'est cela. J'étais ingénieur à l'époque, dans un milieu de cadre, donc c'est pareil, c'était assez masculin, là où j'étais, on était dans l'industrie. Et donc c'était un milieu voilà, où on parlait même pas de gestion émotionnelle, cela, fallait paraître costaud aux yeux des autres, fallait tout porter. Puis moi j'étais vraiment dans ce mindset-là, ce mauvais mindset-là. Et donc j'ai pris toute cette vague d'émotions de plein fouet. Pour te dire, j'ai même pas pleuré à l'enterrement de ma mère, parce que je m'interdisais de pleurer en me disant je dois être là pour les autres, je dois porter les autres, cela. Enfin, c'était très douloureux. Et bah, c'est passé ce qui devait se passer quand tu gères mal émotionnellement ces phases-là.
et bah, ça a commencé à impacter non seulement mon travail, dans lequel j'étais en train de devenir, je dis mon travail, mais mes amis aussi, j'étais en train de devenir un vrai con, parce que je commençais à être en colère contre tout et tout le monde, forcément, vu que je ne sortais pas ma colère, et bah, je commençais à être en colère contre tout et tout le monde. Et ça a commencé à impacter mon couple, où on a failli se séparer, ça partait vraiment en live. Et je te parle pas de la santé, où j'ai commencé à prendre des kilos et des kilos, à faire n'importe quoi, à fuir ces sujets-là dans l'alcool, dans les sorties et tout ça. Donc, autant te dire que émotionnellement, je l'ai mal géré. Et ma femme, hein, au bout d'un moment, m'a dit non mais écoute, là, faut que tu ailles te faire accompagner, c'est pas possible, va voir un psy. Et donc là, bah voilà, là j'ai découvert encore un personnage que je n'aimais pas en moi, mais que je j'avais pas vu venir, qui était le gros con orgueilleux, qui était non mais attends, moi j'ai pas besoin d'avoir un psy, je sais ce qu'elle va me dire, je suis un type fort et machin. Enfin voilà, je voulais pas aller me confronter à mes peurs, je pense. Là je te le dis avec le recul maintenant, mais à l'époque voilà, c'était une honte et une faiblesse d'aller voir un psy. Et donc je préférais voilà essayer de gérer ça moi-même, tel le bon et gros père de famille qui sait tout porter et qui est fort. Bah, sauf que ça ça l'a pas fait, ça continue à partir en live total. Et au bout d'un moment, j'ai pas eu le choix que d'aller voir un psy, parce que ma femme m'a mis un ultimatum. Et donc j'ai commencé à aller voir une psy. Et là, ça a été un vrai déclencheur. Ça a été un vrai déclencheur parce que je me rappelle d'une phase chez la psy où elle m'a dit, mais attendez, il y a un truc que je comprends pas, c'est que vous pouvez pas pleurer pour un événement aussi fort que la mort de vos parents. Donc j'aimerais que vous me listiez sur quel événement dans la vie on peut pleurer en fait. Et là, il y a été un peu erreur 404 dans mon cerveau, parce que effectivement, ça m'a mis une claque comme ça. Mais effectivement, attends, si je m'interdis de pleurer pour des choses comme ça, non, en fait, à quel moment on peut pleurer dans la vie, en fait? Et comme si pleurer était une faiblesse, comme si pleurer c'était quelque chose de mal. Et c'était voilà, le début d'une prise de conscience de me dire, mais en fait, émotionnellement, je sais pas gérer mes émotions, en fait, j'ai pas appris. Donc c'était un peu le moment déclencheur de tout le développement personnel qui en a découlé et de mon changement de vie. Mais voilà, donc je ferme la parenthèse, c'était pour que tu comprennes un peu l'histoire et pourquoi j'ai envie de te parler de ce sujet-là, parce que j'ai vraiment, si je peux te faire gagner du temps et surtout te mettre un peu plus je sais pas si c'est de la légèreté, mais voilà, que ce soit moins douloureux que les épisodes par lesquels je suis passé. Vraiment, cet épisode-là, pour moi, sera une belle victoire. Même si on a gagné qu'un millimètre, même si on a gagné des grands pas, peu importe. J'espère vraiment qu'à la fin de cet épisode, tu auras gagné du temps par rapport à moi. Alors, on attaque. Avant toute chose, comme j'étais en train de te le dire, je t'ai dit, ouais, j'espère te faire gagner du temps. Maintenant, j'aimerais que tu gardes en tête quand même que c'est vrai qu'on quand on est dans ces phases-là, en fait, on vit une telle souffrance qu'on a envie d'en sortir très très vite. Parce que dans notre société moderne, et surtout, je le constate surtout en France, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus à l'aise avec cette notion de souffrance, mais la souffrance, c'est quelque chose qu'on sait mal gérer. Moi, je sais vraiment mal le gérer, et encore aujourd'hui, sincèrement, c'est vraiment une émotion, un sentiment que quand je peux essayer de le fuir, quand je peux essayer de m'en sortir vite, je fais tout pour. Sauf que tout dans la nature, tout est fait pour aussi grandir dans la souffrance. Les bonnes choses prennent du temps. Si tu prends le bon bois, il pousse pas dans la facilité. Des fois, je sais qu'on se dit, ah, on a l'impression que ça avance pas, cela, mais on est un peu comme l'arbre qui gueulerait en disant, putain, je vois pas mes feuilles, cela. Bah ouais, mon gars, t'es en hiver, t'es en train de faire tes racines, ça prend du temps, c'est long, c'est douloureux, mais t'es en train de préparer le printemps et l'été qui arrive derrière, quoi. Et c'est vrai que dans notre société moderne où tout va vite, tout doit être waouh, tout doit être brillant, en fait, dès qu'on a ces phases-là, on a souvent envie d'en sortir vite. Et c'est là où il y a un paradoxe qui est intéressant, c'est que plus on va vouloir en sortir vite et plus ça risque de prendre du temps. Donc si tu es dans cette phase de deuil, j'aimerais vraiment que tu prennes en considération que prends le temps de la vivre. Vraiment, essaye pas de te mettre une date limite sur la phase de deuil, prends le temps de la vivre, et c'est vraiment le paradoxe du truc, c'est que plus tu vas accepter que ça peut prendre du temps, plus tu vas accepter que ça peut être long, plus tu vas accepter que ça peut être douloureux, et plus tu vas en sortir vite. C'est un peu comme j'aime bien cette image de la salle de sport. C'est un peu comme le gars qui voudrait, il se met comme objectif de soulever 50 kilos, tu vois.
et qui, bah, à chaque fois qu'il soulève 10 kilos, ah la vache, ça me fait souffrir, j'arrête. Et du coup, bah, il va retarder son objectif d'un jour soulever 50 kilos parce qu'en fait, dès qu'il a un petit peu de souffrance, il va la fuir. Bah non, en fait, si tu vas à la salle de sport, tu sais qu'il y a un moment, il va falloir soulever ces 10 kilos jusqu'à temps que tu embrasses cette souffrance, jusqu'à temps qu'elle devienne confortable, qu'elle devienne une habitude, pour pouvoir ressoulever 20 kilos derrière, pour pouvoir ressoulever 30 kilos, pour un jour soulever 50 kilos. Mais si tu attends de pouvoir soulever 50 kilos un jour sans souffrir, ça n'arrivera jamais. Pour le deuil, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu attends de pouvoir sortir du deuil sans passer par cette phase de souffrance, sans passer par cette phase inconfortable, bah, tu vas mettre beaucoup plus de temps à sortir. Donc vraiment, la première prise de conscience que j'aimerais te donner à travers ce podcast, c'est que c'est normal que ce soit douloureux, c'est normal que tu souffres, et plus tu vas embrasser, accueillir cette phase-là, plus tu risques d'en sortir, enfin plus tu as de chances d'en sortir rapidement. Alors comme on parle du deuil, bah, je pense que avant toute chose, c'est bien de se rappeler c'est quoi un deuil en fait. Alors si on lit la définition dans le dictionnaire, un deuil, c'est, déjà il t'annonce la couleur directe, douleur, affliction que l'on éprouve de la mort de quelqu'un, mort d'un proche, bam, donc tu sens le poids déjà arriver. Moi j'aime bien apporter, donc sur ce chemin-là, il y a une définition plus psychologique que j'ai découverte. Pour moi, une phase de deuil, enfin je dis pour moi, c'est ce qu'on dit en psychologie, hein, ça sort pas de moi, mais j'aime beaucoup cette vision. Une phase de deuil, elle va durer tant qu'on voit que des inconvénients à la perte de quelqu'un ou la perte d'une situation ou peu importe. Et ce qu'on va constater en psychologie, c'est que le deuil va se faire. Donc, tu as déjà sûrement entendu parler des plusieurs phases de deuil, qu'il va y avoir la colère, le déni, cela. C'est pas le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. C'est un sujet qui est connu et que tu peux retrouver sur Internet. Je veux vraiment donner un angle différent à travers cet épisode-là. Le deuil en psychologie, on va considérer qu'il est terminé à partir du moment où on parle de cette notion d'équilibre, c'est-à-dire qu'on va voir autant d'avantages et de bénéfices à la perte que l'on a eue que d'inconvénients. Alors là, tu dois te dire, le gars, il est taré, il est en train de me parler de bénéfices et d'avantages à avoir perdu quelqu'un. Et je comprends que tu te dises ça, parce que je te jure que chez la psy à l'époque, la première fois où elle a commencé à me faire le travail de c'est quoi les bénéfices à avoir perdu mes parents, j'avais envie de passer sur le bureau et lui faire ravaler ce qu'elle avait dit. Sauf que c'est parce que dans cette phase-là, on se ment à nous-mêmes. Dans cette phase-là, en plus, on a l'impression de ne pas honorer la personne qui est partie parce qu'on va aller chercher des bénéfices à son départ. Comme si c'était mal. Mais sauf que la vie, elle est vraiment équilibrée. Et si on est honnête avec nous-mêmes, il y a des bénéfices. Je te prends le moment où j'ai perdu mon père. Bah, effectivement, je peux me dire, mais comment je peux aller lister des bénéfices à avoir perdu mon père? Bah, il y en avait plein, forcément. J'étais dans une phase où, sur les derniers mois, j'étais tous les jours à son chevet, quasiment, à le voir dépérir, à le voir souffrir. C'était une période horrible. Donc, déjà, le fait juste d'enlever cette image-là, le fait de ne plus aller voir cette situation-là, c'est un bénéfice. Est-ce que ça veut dire que j'aimerais pas qu'il revienne? Pas du tout. Ça veut juste dire, je vois aussi les bénéfices à cette phase, à cette période-là. Pareil, mon père, bah, c'est vrai que quand on va perdre quelqu'un, on ne voit plus que les super côtés de la personne, tout ce qui nous manque. Mais en vrai, comme n'importe quel être humain, une personne, elle avait aussi elle avait aussi des côtés chiants. Mon père, bah, il y a des moments, il me cassait les couilles sur plein de choses. Et bah, effectivement, c'est un bénéfice que de plus avoir ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire bah, je suis content qu'il soit parti? Bah non, bien sûr que je préférais qu'il soit là et qu'il continue à me casser les couilles. Sauf que bah, le fait est que j'ai pas le pouvoir à ce qu'il revienne, mais j'ai le pouvoir d'aller voir le regard aussi sur ce qui a disparu et sur plein de choses. Le fait qu'il ne souffre plus. Est-ce que c'est pas un bénéfice incroyable, le fait que de plus voir une personne que tu aimes souffrir? C'en est un en fait. Donc en psychologie, ce qu'on va aller regarder souvent, et en coaching avec d'autres approches, c'est d'aller aussi remettre cette notion d'équilibre sur c'est quoi bah, tous les points que je me cache, mais qui sont aussi là et qui font que bah, avoir perdu cet être cher, avoir perdu cette situation, bah, a aussi des avantages. Donc je t'invite vraiment à faire cet exercice-là. Je sais que c'est un exercice qui est hyper dur et surtout à faire tout seul. Vraiment, si tu t'en sens pas les épaules ou si tu n'y arrives pas, il y a de grandes chances que tu n'y arrives pas.
va avoir quelqu'un, fais pas l'erreur que j'ai fait à l'époque d'essayer de résoudre le truc tout seul. À l'époque, je me rends compte que, tu vois, si j'avais un problème sur ma voiture, un joint de culasse à faire ou ne serait-ce que des plaquettes à les changer, bah bizarrement, j'avais le réflexe d'aller appeler mon garagiste parce que je me dis, bah ouais, attends, je sais pas le faire, je vais pas aller le faire moi-même. Mais par contre, pour un truc aussi dur que gérer un deuil ou de la psychologie ou gérer des émotions, je ne savais pas le faire. Mais là, on n'a pas le réflexe d'aller voir quelqu'un parce que on voit ça comme une faiblesse, comme un échec. Alors que vraiment, c'est dingue ce poids qu'il peut y avoir. Alors, j'allais dire surtout chez les hommes. Je pense que les femmes ont beaucoup plus de courage et ce réflexe d'aller demander de l'aide quand elles ont besoin. Je veux pas généraliser, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vois chez beaucoup d'hommes. J'ai encore vu chez le mari d'une cliente il y a pas longtemps où, voilà, pour l'instant pour lui c'est trop compliqué de venir aux séances, parce que en fait, il voit ça comme une faiblesse. Et puis qu'est-ce qu'il va me raconter? Je sais déjà ce qu'il va me dire. Ok, mais non, en fait, pour l'instant, tant que tu restes dans ton caca, mon gars, t'arriveras pas à résoudre le problème. Mais, mais pourquoi je dis ça? Ouais, donc vraiment, si t'es dans cette phase-là, va voir quelqu'un, je t'en supplie. Au pire, tu sais quoi? Teste une séance. Ça va pas te faire un deuxième trou de balle. Juste va tester une séance. Ça va pas remettre ton ego masculin ou quoi. Et donc là, je m'adresse aux hommes, mais ça peut être pareil pour une femme. Hein. Ça va pas toucher ton ego, ton image, cela. Il y aura pas, tu vas pas être quelqu'un de faible. Et encore, il n'y a pas de problème à être quelqu'un de faible parce qu'on est tous à des moments faibles et à des moments forts. Mais allez vous faire accompagner au moins pour cette partie-là. Pour continuer sur ce qui nous bloque souvent dans cette phase de deuil, il y a plusieurs choses. Ce qui va se passer très souvent, c'est l'émotion qui est cachée derrière. On va avoir souvent une émotion qui va nous bloquer, qui va cristalliser et qui fait qu'on ne va pas avancer sur cette phase de deuil. Ce que j'ai pu constater très souvent, et chez moi ça a été le cas, c'est, alors il y a bien sûr comment tu as déjà vu dans les cycles du deuil ce qui se passe, donc il y a la colère, il y a la tristesse, tout ça, mais moi j'ai envie de te parler d'une émotion qui intervient très souvent de manière assez vicieuse et subtile, c'est la culpabilité. Et la culpabilité, elle va intervenir sous plein de formes. Typiquement, comme je te parlais tout à l'heure, des bénéfices, d'aller chercher les bénéfices à la perte de la personne ou à la perte d'un proche, eh bien, très souvent, ce qui va nous bloquer, c'est la culpabilité. Le fait de se dire, mais je ne peux même pas aller chercher les bénéfices, c'est pas bien. On va commencer à culpabiliser, de se dire, je suis en train de chercher les bénéfices à la perte de la personne. On peut avoir la culpabilité aussi, des fois, ce qui intervient souvent, moi j'ai eu le cas sur ma mère et sur mon père, de un peu la dernière conversation qu'on a eue. Typiquement, ma mère, la dernière conversation que j'ai eue avec elle, elle partait à un examen et on s'est un peu engueulé, j'y suis un peu rentré dedans, et j'ai vachement culpabilisé de me dire, oh, c'est la dernière image qu'elle a de moi, cela, alors que, après tout le travail que j'ai pu faire là-dessus, c'était de dire, mais en fait, vraiment, à l'époque, c'était pas, je voulais pas lui faire du mal, c'était la- une façon bienveillante pour moi d'essayer de l'aider avec les outils que j'avais à l'époque. Pareil pour mon père. Mon père, j'étais à son chevet tout le temps, tout le temps, tout le temps, et j'étais pas là le jour où il est décédé. Autant dire, j'ai hyper culpabilisé de me dire ah j'aurais dû être là, cela et tout. C'est un gros travail que j'ai fait, mais cette culpabilité, c'est une émotion qui peut nous ronger. Donc vraiment, je t'invite à aller, si c'est une émotion que tu sens à l'intérieur de toi, va t'y confronter. On dit souvent pour la culpabilité qu'il vaut mieux une bonne brûlure qu'une combustion lente et interne, parce que celle-là, tu la vois pas arriver, mais elle va te bouffer un truc de ouf. Donc vraiment, si tu veux remettre plus de, voilà, de kiff dans ta vie, plus de légèreté et gérer ce deuil, passer beaucoup plus vite, va te confronter à cette culpabilité qui est vraiment une émotion, encore une fois, vicieuse est très dur. Une autre émotion, bien entendu, qui va arriver, c'est la peur, mais notamment la peur du manque. La peur du manque, c'est une émotion qu'on a tous aujourd'hui. On va l'avoir sur l'argent, on va l'avoir sur le matériel, on va l'avoir sur plein de choses. Donc autant dire que quand ça arrive sur une personne, alors là, on mange notre race grave, parce que le manque, c'est quelque chose on n'a pas appris à gérer. Et très souvent, ce qui se cache derrière ça, c'est pareil, c'est une émotion de frustration qu'on ne sait pas gérer. Moi, c'est dingue comment je me suis aperçu avec tout le travail qu'on a pu faire que je ne savais pas gérer la frustration et que c'était une émotion que, ouais, petit, on m'avait pas appris à gérer. Et qu'aujourd'hui, étant adulte, bah la frustration, on les suit sous plein plein de situations différentes aujourd'hui. Et je savais très mal la gérer, quoi. Et encore aujourd'hui, c'est un travail que je continue à faire, que ce soit la souffrance, la frustration, j'apprends à embrasser ces émotions-là et ces phases-là. Mais c'est dingue hein, à quel point on sait mal le gérer, surtout à notre époque.
Surtout à cette époque Instagrammable où on doit avoir tout de suite. Netflix nous apporte. Tu te rappelles à l'époque, je sais pas si tu sortais un film au cinéma, on avait 6 mois avant de se dire ah, on pourra le revoir, peut-être en DVD ou quoi. Maintenant, un film il est à peine sorti que tu peux le retrouver sur n'importe quelle plateforme. Des fois, maintenant, ils passent même plus par le cinéma, ils arrivent tout de suite sur les plateformes. Donc, plus ça va, plus on nous apprend à ne plus avoir besoin de gérer la frustration ou à la nourrir par du matériel, par ce qu'on attend, par nos besoins, mais on ne sait plus la gérer. Donc, lors d'un deuil, bah forcément, alors on prend une frustration, une peur du manque, une culpabilité de plein fouet dans notre tronche, et on ne sait pas le gérer, on n'est pas armé. Donc vraiment, j'en reviens, si t'es là-dedans, mais va te faire accompagner, c'est tellement important. Va avoir soit une psy, une thérapeute ou un coach. Il y a des coachs spécialisés sur le deuil qui sont vraiment incroyables. Si tu as besoin, demande-moi, je pourrais te recommander les personnes qui sont vraiment très très bons là-dessus. Et puis voilà. Pour terminer, j'aurais te partager deux tips qui m'ont vraiment aidé, moi, justement, à avancer sur ce deuil. Le premier, tu sais, c'est Jack Sparrow, je crois, qui dit ça dans Pirates des Caraïbes. Le problème n'est pas le problème, c'est notre regard sur le problème. Alors, je sais plus comment il dit ça exactement. Mais euh, pour te raconter une histoire, je suis parti aux Antilles juste après le. Non, c'était en. Ah, je sais plus en quelle année. Bref, je suis parti aux Antilles un jour. Et je sors à peine de l'avion, donc j'étais en mode pump it up, tu vois, le short, t-shirt, prêt à aller manger, prêt à aller boire un petit punch et tout, et aller faire la fête. Et je sors de l'avion, j'étais avec un oncle de ma femme, et il y a un de ses frères qui vient nous chercher et qui nous dit ah, il y a Tata, je sais plus comment elle s'appelait, que je ne connaissais pas, qui est décédée, on s'en va à la veillée. Et là, je me retrouve donc à l'arrière de la Renault 19, je me rappelle, avec le zouk qui chantait à fond dans les enceintes, en train de me dire, mais attends, t'es sérieux, mes premières heures aux Antilles, je m'en vais à une veillée funèbre, quoi. Et je voyais les gars hyper détendus à l'avant, tu vois, bon bah elle est décédée, mais ils en parlaient, machin et tout, et rien, pas forcément triste, quoi, tu vois. Et j'arrive à cette veillée, et là, je découvre un truc, mais incroyable. Veillée funèbre aux Antilles. Donc, il y avait une fête, en fait. Il y avait de la musique, il y avait de la nourriture, il y avait un groupe qui jouait, et une vraie teuf, quoi. Il y avait le cercueil au milieu, transparent, et tout le monde faisait la fête pour célébrer pas la mort de la personne, mais célébrer sa vie, en fait. Célébrer les bons moments passés avec elle et tout. Et je commence à discuter avec plusieurs personnes et qui m'expliquent voilà, comment le deuil est géré aux Antilles. Il me dit bah ouais, nous, c'est rare qu'on soit vraiment triste. Alors oui, on va avoir des moments de tristesse, on va accueillir toutes ces émotions-là, mais pour nous, le fait que la personne. Alors déjà, ils sont très croyants. Aux Antilles, il y a la majorité des personnes sont très croyantes, donc pour eux, voilà, il y a pas, c'est pas une fin en soi. La personne passe dans l'au-delà et tout. Mais. Alors je te le dis avec mes mots à mots, hein, peut-être que je suis maladroit, je m'excuse hein, s'il y en a qui sont heurtés par le côté religieux du truc, je le dis avec mes mots à moi, parce que voilà, Euh, mais qu'est-ce que je disais? J'ai bouffé ce que j'étais en train de dire. Oui, et ils ont un regard vraiment très différent. Alors ma femme, faut savoir que ma femme est antillaise, et quand j'ai perdu mes parents, c'est vrai que bah, la communauté antillaise, la partie de ma famille m'a vraiment aidé aussi tu sais, à vraiment me forcer à penser au bon moment et pas. Parce que dès qu'on va être dans ces phases-là, on va avoir une vision très court-termiste, tu vois. On va se rappeler juste de la fin qui est douloureuse. Par exemple, pour mon père, la psy m'avait fait faire un truc à l'époque, elle m'avait fait tracer la ligne de sa vie. Puis elle m'avait dit, tiens, la partie qui est douloureuse, que vous vous rappelez du cancer, vous pourriez me la dessiner. Et le fait visuellement de voir que ça représentait une infime partie de sa vie, elle me dit, donc là, ce que vous avez décidé, c'est de rester malheureux et triste parce que vous voulez penser qu'à cette partie de sa vie, en fait. Tout le reste, on peut le foutre à la poubelle et le jeter. Et c'est vrai que le fait de le voir visuellement comme ça, et puis d'avoir des personnes autour de toi qui te forcent à regarder, me rappelle quand on avait fait cette fête-là, quand il disait ça à ton père, machin, cela, bah, le fait d'aller voir aussi tous les bons moments, et bah, en fait, tu te retrouves plus à pleurer ou être triste, que triste du moins, et que pleurer pour les moments douloureux. Tu te permets aussi d'honorer sa vie à cette personne-là, de voir tout ce qui était magique, tout ce qui était génial, et ça, c'est une partie tellement importante dans la résolution du deuil d'aller remettre le regard sur tout ce qui va bien et d'apporter un regard différent sur le regard qu'on peut avoir en France où, enfin, je sais pas si tu as déjà enterré des gens ou eu le contact avec toute la paperasse et tout que tu peux avoir, mais c'est vraiment dingue en France, dès que tu perds quelqu'un, à quel point tout de suite
on fait tout pour que tu sois triste, hein, et même comment on appelle ça là, ceux qui t'accompagnent, enfin les pompes funèbres et tout ça, bah déjà quand tu prends le nom pompe funèbre, ouh, ça fait rêver, mais tout est fait pour que tu sois triste, que tu pleures, et que il n'y a pas vraiment d'accompagnement fait pour dire, ah, voilà, tiens, honorons sa vie. Je suis rarement allé en enterrement où on partageait les bons moments, où on rigolait, enfin, c'est grave, quoi, tu vois. Alors oui, c'est bien d'être triste, c'est bien de pleurer, c'est cela, de vivre nos émotions, mais pas que, quoi. Il y a un moment, moi, j'arrête pas de dire à ma femme, sincèrement, le jour où je pars, mais sincèrement, faites une grosse teuf, honorez tous les moments qu'on a passés ensemble, quoi. Je vous dis pas de pleurer, de pas pleurer, mais sincèrement, je me mettais pas des musiques pourries là où tout le monde va pleurer dans tous les sens. Mettez-moi du AC/DC, mettez-moi du Chaka Ponk, s'il vous plaît, je vous en prie, mais faites la teuf, faites un barbecue et célébrez les moments qu'on a eu ensemble, quoi. Et le deuxième point que je voudrais voir avec toi, c'est aussi de se mettre à la place de l'autre. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et que je fais très souvent en coaching. J'adore faire ça. Pour te raconter une petite anecdote, un jour, j'étais dans le désert du Sahara avec une personne qui venait de perdre enfin, j'apprends en discutant avec elle qu'elle venait de perdre son papa. Et vraiment, ouais, c'était très très douloureux. Vraiment, c'était un gros blocage chez elle. Je lui dis, bah, est-ce que tu veux qu'on avance un peu là-dessus? Ça te dit, pour qu'on profite d'être dans le désert, juste tous les deux, là et tout, d'avancer là-dessus? Elle me dit, ouais, j'aimerais bien. Vraiment, donc je chantais la boule qui commençait à monter chez elle, vraiment les émotions qui étaient bloquées, enfin c'était dingue. Et je lui dis, bah écoute, tiens, on va faire un petit jeu si ça te dit, c'est que je vais jouer ton rôle, je vais jouer ton attitude, comme tu es là depuis tout à l'heure et tout, depuis que tu me parles de ton papa. Et toi, tu vas prendre le rôle de ton papa. Et voilà, j'ai besoin de toi en ce moment, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de t'entendre, et je voudrais savoir ce que tu vas me dire. Donc il faut savoir que cette personne-là, elle est d'origine algérienne, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, algérienne, si je dis pas de bêtises. Et donc son papa, voilà, était le stéréotype, tu sais, du vieux Algérien. J'adore, moi, tout ce qui est Maroc, Algérie, c'est une culture que j'adore, là. Et donc là, c'était un peu le stéréotype du vieux Algérien, tu sais, qui fait un peu des fautes de français, cela, mais qui a un regard hyper sage sur la vie, incroyable. Et là, le gars, donc, incarne son père et commence à m'engueuler, quoi. Vraiment, mais je te jure, moi je jouais donc son rôle à lui, mais il commence à m'engueuler, à me dire, mais c'est vraiment ça que tu veux, ce que je t'ai appris, c'est comme ça que tu veux honorer ma vie en me pleurant comme ça. Moi, ce que je veux, c'est que tu parles de moi à mes petits-enfants, mais avec le sourire, mais sois joyeux, je suis là avec toi et tout. Il commence vraiment à m'engueuler, me rassurer en même temps. Et je vois au fur et à mesure qu'il fait ça, il oublie complètement qu'il est lui-même, il incarne le rôle de son papa, quoi. Et on sort de là, et il me dit, mais attends, il vient de se passer quoi? C'est un truc de fou là. Je suis presque heureux, c'est magique ce qui vient de se passer et tout. Et j'adore cet exercice-là. Moi, je l'ai fait aussi avec les personnes qui m'ont accompagné, de prendre le rôle de mon père, de prendre le rôle de ma mère. Vraiment de se mettre aussi à la place de l'autre, d'aller regarder, tiens, la personne qui est partie, en fait, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Et tu vas te rendre compte souvent, bah, qu'elle a pas envie de te voir comme ça, elle est là à tes côtés, et peut-être que, je sais pas en quoi tu crois, ou si tu crois en rien, peut-être, mais moi, j'aime à croire que c'est pas parce qu'on les voit plus qu'ils sont plus là, que tout est énergie, et que c'est pas parce qu'on n'a plus de contact forcément avec eux qu'on peut pas euh, avoir des contacts sous différentes formes. Et je me rends compte que, ouais, depuis que mes parents ils sont partis, je me sens hyper soutenu par eux. Ils sont dans mon cœur, ils sont dans les gestes, ils sont dans ce que j'apprends à mes enfants, ils sont dans plein de choses. Et plutôt que de mettre mon focus que sur la tristesse, parce que ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je suis pas triste, il n'y a pas des moments où il me manque, il n'y a pas des moments où je pleure pas, mais en fait, c'est juste de voir aussi de temps en temps, hey, on se reconnecte à tout ce qui est bon, on se reconnecte à eux, et de prendre le temps de se mettre à leur place, bah, c'est vraiment, je trouve, un outil très puissant pour sortir de la phase de deuil. Donc si tu es dans cette phase-là en ce moment, et encore une fois que ça peut être pour la perte d'une personne ou pour une situation, vraiment demande-toi, pose-toi ces questions-là qui sont tellement puissantes. Quel sens tu as envie de donner à ça en fait? Tu sais, très souvent quand on vient de perdre quelqu'un, on va se dire non mais ça n'a pas de sens. Ce qui vient de lui arriver n'a pas de sens. Bah, ça n'a pas de sens parce qu'on lui en a pas donné. Mais quel sens on a envie de lui donner, même si on ne sait pas si c'est vrai? Quel sens nous fait du bien en fait? Quel sens nous nourrit? Quel sens est important pour nous et nous permet d'avancer? Et tu vois, moi j'ai perdu mes parents et ça a été vraiment une phase très dure. Et dans cette phase-là, je voyais pas forcément le sens. Mais peu de temps après, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais
mes parents, ils sont partis au moment de partir en retraite. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de faire un peu le même schéma, de me crever le cul dans un boulot qui me plaisait pas tant que ça, juste pour du confort et juste pour préparer la sainte retraite auquel, tu vois, je les ai vus toutes leur dire, ah tiens, quand on sera en retraite, on fera ça, on fera ça. Ils se sont crevés le cul pour préparer une retraite qu'ils ont même pas goûté en fait. Et je me suis dit, merde, je suis en train de faire la même chose. Et moi, c'est pas plus tard que j'ai envie de kiffer la vie, c'est maintenant en fait. Donc comment je peux mettre des actions en place maintenant pour kiffer la vie, faire des choses qui me plaisent, me nourrir intellectuellement, être entouré de gens avec qui je prends plus de plaisir. Comment je peux euh, euh, avoir un métier qui n'est plus un métier dans lequel je m'amuse beaucoup plus, même si je gagne moins, même si je gagne plus, je m'en fous en fait. Je veux kiffer ma life maintenant parce que je sais pas ce qui se passera demain, je sais pas ce qui m'arrivera dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, mais là l'épisode de mes parents m'a montré que voilà, ça peut nous tomber dessus, auquel et qu'on s'y attende pas. Donc, tu vois, ça a pris un sens de fou. Maintenant, vraiment, quand je regarde la situation, je te dirais, c'est une phrase, j'aurais jamais pu penser dire à l'époque, mais heureusement que c'est arrivé. Bien sûr que je voudrais le beurre et l'argent du beurre, j'aimerais savoir que ma situation elle a changé et avoir encore mes parents dans ma vie. Mais en vrai, c'est pas possible, si on est honnête, non, c'est arrivé parce que j'ai connu cette souffrance, j'ai connu cette douleur et que j'ai voulu la transformer à un moment. Je te dirais, j'ai même pas eu le choix que de la transformer à un moment. Ça devenait vital. Mais, euh, mais pose-toi ces questions-là, quel sens tu as envie de donner à ça? Et si tu n'arrives pas à répondre, ce sera plus facile de demander quel sens la personne que tu as perdue aimerait que tu donnes. Celle-là, j'adore cette question. Quel sens la personne que tu as perdue aimerait que tu donnes à ça? Voilà, on arrive, les amis, à la fin de cet épisode. Alors, rassurez-vous, ça s'appelle, le podcast s'appelle Silence ça kiffe. On n'ira pas toujours que sur des sujets comme ça, mais pour moi, c'était vraiment un sujet important à aborder. C'est pour kiffer notre vie, encore une fois, il faut les deux, il faut de l'équilibre. On peut pas être que dans le kiff. Et il y a des moments, la souffrance, la colère, la tristesse, la perte, la frustration sont des émotions que l'on aura tout le temps. Et pour avoir une vie dans laquelle on s'épanouit le plus possible, faut aussi embrasser l'autre côté, apprendre à le gérer. Et encore une fois, plus on apprend à gérer ça, plus on apprend à se confronter à ces parts-là, ces parts de nous-mêmes qu'on n'a pas envie d'aller voir, mais pourtant elles sont là. Tu vois, pour être transparent avec toi, je viens de vivre un épisode de maladie, moi, qui m'a bien challengé et qui m'a emmené dans des parts de moi que vraiment je ne voulais pas aller voir. C'est des parts vraiment ténébreuses, des parts qui m'ont fait peur, qui m'ont reconnecté à tous ces instants-là, sur la mort, cela. Pour être transparent, il y a eu, pendant 3 semaines, j'ai eu une phase où je savais pas si j'allais mourir ou pas. On est en train de me déceler quelque chose de pas cool. Dieu merci, ça s'est bien fini et ça s'est arrangé. Mais, euh, mais je peux dire que c'est bien venu me chercher et vraiment, le premier réflexe que j'ai eu, parce que je voulais pas revivre ce que j'avais fait ou refaire les mêmes erreurs, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de reprendre une coach qui a été formidable, qui m'a accompagné, qui est incroyable, Agnès Soulet de Brugière, pour ne pas la nommer, une coach incroyable qui est à Saumur et qui m'a accompagné sur tout le long. Et heureusement qu'elle a été là, parce que sinon, je pense que je serais encore dans le truc. Et je suis intimement convaincu que la maladie se serait aggravée. Le fait tout de suite d'aller gérer à la fois l'aspect physiologique, mais avec la partie médecine, mais d'aller aussi gérer tout de suite la partie psychologique avec, je suis convaincu que c'est ce qui a aidé à ce que la guérison gagne du temps et que j'en sorte plus vite et plus fort. Voilà, écoute, j'espère vraiment que cet épisode t'a apporté. Je pense sincèrement que beaucoup de gens ont besoin d'entendre cet épisode-là. Je t'avoue que c'est un épisode qui m'a beaucoup challengé. Je me disais, je le fais pas. Mais vraiment, je sentais que c'était la peur qui me guidait. Je voulais pas que ce soit la peur qui me guide, c'était mon cœur. Je voulais que ce soit mon cœur. Et mon cœur m'a dit, mais fais-le, tant pis. Ça va peut-être gêner des gens, ça va peut-être les confronter à des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, mais tant pis. Je pense qu'il y a des gens qui avaient besoin d'entendre cet épisode-là. Et moi, vraiment, le premier, ça m'a fait du bien de te partager ça. Hésite pas vraiment à le partager autour de toi, parce que vraiment, encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre cet épisode-là. Quoi te dire de plus? On se retrouvera pour d'autres épisodes, bien entendu, dans lequel je vais aussi, on est en train de peaufiner ça là, avec la team, de interviewer des gens inspirants qui vont t'apporter un regard sur la vie, sur des situations qui sont vraiment magiques et moi me nourrissent chaque jour. Je ne sais pas si tu as vu en ce moment le livre Silence ça kiffe.
Tu ne payes que les frais de port, on l'offre parce qu'on a vraiment envie de partager les messages qui sont dedans. Il y a 48 intervenants qui sont formidables dans ce livre et qui t'apportent pareil un regard sur la vie avec des angles différents qui sont vraiment magiques. Et pour t'aider si tu as envie de trouver ta mission de vie, si tu as envie d'en apprendre plus sur toi, c'est vraiment le mode d'emploi que j'aurais voulu avoir à l'époque. Et d'ailleurs, merci à tous pour nous envoyer là. J'adore recevoir vos photos, vos messages, vos exercices et tout. Là, c'est vraiment, ça me comble de joie à chaque fois. Donc, tu peux aller tu tapes livre silence s'active dans Google, tu arriveras sur la page ou sur le site julienridoire.fr, il y a le lien pour aller recevoir ton exemplaire qui est offert en ce moment. Voilà, écoute, je te souhaite une fois de plus une magnifique vie. Je te dis à très très vite et merci pour ton écoute, merci d'avoir joué le jeu, merci, bravo. Je sais que c'est un sujet qui est pas facile, donc bravo d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Gros bisous.